Vous le savez peut-être, mais les psys ne travaillent pas toutes et tous de la même façon. Ils ont différentes méthodes et approches qui divergent dans leur façon d'analyser et de traiter leurs patients. Cependant, ça ne les empêche pas de bien soigner leurs patients, car il y a plusieurs façons de résoudre un même problème. Et d'un œil extérieur, cette diversité peut paraître un peu intimidante, même si, personnellement, je vois ça plutôt comme une véritable richesse et autant de possibilités d'aller mieux. Dans cette session des tables rondes de la psychothérapie, nous avons proposé une étude de cas à 3 psys d'orientation différentes, et nous allons voir comment ils s'y prendraient pour soigner leurs patients. Petit rappel, si vous ne nous connaissez pas encore, nous avons organisé notre premier événement qui s'intitule les tables rondes de la psychothérapie, dans lequel nous avons invité 12 professionnels de l'accompagnement pour 12 débats autour de la psychothérapie. Nous avons diffusé cet événement en direct et il sera maintenant retransmis au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube. C'est donc l'occasion de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas les rater. Autre chose, si la psychologie vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à notre lettre psy. C'est un email qui est écrit par Catherine et moi et nous l'envoyons toutes les 2 semaines. Il contient 3 articles et une citation et référence aussi toutes les publications que nous avons sur les différents médias, comme nos vidéos YouTube, notre podcast ou les posts sur les réseaux sociaux. Bref, en fait, c'est une véritable mine d'or si vous vous intéressez à la psychologie et l'inscription est gratuite et se fait en quelques secondes sur notre site internet catherinepsy.com. Maintenant, je vous laisse avec nos 3 invités pour décortiquer cette étude de cas. Alors, je vous représente à nouveau nos invités si vous ne les avez pas encore vus hier. Anaïs, qui est psychologue clinicienne en libéral, spécialisée en psychotrauma. Tu utilises l'EMDR, thérapie des schémas, IFS, tu as dit tout à l'heure aussi. Ouais. Marie, toi aussi tu es psychologue en libéral et tu es aussi spécialiste du psychotrauma, EMDR, thérapie des schémas, et toi aussi, tu fais particulièrement aussi de la dissociation structurelle, Van der Hart. Et puis Julien Imbes, que vous connaissez peut-être parce qu'il a une chaîne YouTube, qui est psychologue clinicien lui aussi, mais toi tu es spécialisé en systémique et tu es aussi formateur. Ouais. Voilà. Alors, je vous présente les quelques éléments de la situation qu'on a choisi de leur présenter, et puis ensuite je vais leur poser quelques questions sur ce qu'ils feraient dans cette situation. Donc, il s'agit d'un patient qui arrive, donc on est lors globalement de la première séance, et qui explique qu'il a fait beaucoup de développement personnel, notamment depuis l'arrivée de ses enfants, pour mieux se comprendre, pour mieux être en relation avec eux. Et en fait, avec tout ce qu'il a appris, il a l'impression que finalement il se sent enfermé, c'est comme s'il serait dans une cage. Il a l'impression d'avoir compris plein de choses, mais il a une sensation d'enfermement. Un autre élément qui l'amène, c'est qu'il a déjà vu plusieurs thérapeutes et au bout du 3e rendez-vous, en fait, ça commence à être un petit peu angoissant pour lui et il s'en va. Il ne revient pas parce que il a l'impression qu'on s'approche un peu trop de lui, que ça devient un peu trop intimiste. Et puis, dernier élément qu'on pourrait donner, c'est un patient qui dit qu'il voudrait maigrir, il estime que le poids qu'il a, il y a quelque chose qui ne va pas selon lui avec ça et il voudrait maigrir. Donc voilà, il arrive lors de cette séance, cette première séance, avec ces différents éléments. Et donc la première question que j'aurais envie de vous poser, quand vous recevez ce patient, vous, si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous exploreriez dans les premières séances avec lui ? Moi, je peux dire déjà que dans les premières séances, ce qui va être essentiel pour moi, le canevas principal qui va diriger ma pensée, c'est celui du quelle est la demande. Quelle forme va prendre la demande, la personne qui se présente, qu'est-ce qu'elle... dans quelle position est-ce qu'elle se met, et pour ça j'ai un petit canevas théorique quoi. C'est un canevas qui est proposé qui est plutôt dans l'approche systémique stratégique, dans lequel il y a grosso modo 4 grands types de demandes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous reconnaître là-dedans. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler s'acquitter d'un mandat. C'est toutes les personnes qui viennent et qui peuvent avoir soit une présentation du style moi je viens là parce que en gros c'est ma femme qui m'a dit que, ou alors c'est mes parents qui m'amènent ici mais moi ça m'intéresse pas de participer, ou alors j'ai rien de spécial à dire, moi de toute façon j'estime qu'il n'y a pas vraiment de demande mais je viens quand même. Donc ces personnes qui viennent s'acquitter d'un mandat. Après ils peuvent le faire de manière différente, hein. Soit tu as ceux qui le font en position haute, c'est-à-dire qu'ils viennent et puis ils te réclament ensuite un papier, ou signez-moi ça, ou je viens, c'est bon, j'ai fait acte de présence, m'en demandez pas trop, et puis ensuite signez-moi mon papier pour dire que je suis bienvenu. Tu en as comme ça dans les cadres d'injonction de soins qui te demandent ça. Soit ils le font en position basse, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils participent le minimum aux échanges, qui te répondent par oui, non, ou tu as l'impression qu'il faut sortir les rames et alimenter la séance. Et là, pour moi, si je vois que les personnes arrivent dans ce style de demande-là, ça sera toute la question de comment est-ce qu'on va arriver à faire alliance, comment je vais pouvoir les rejoindre, et qu'on va trouver un tout petit espace dans lequel il peut y avoir une demande sur laquelle on se met d'accord. Qui n'est pas forcément l'injonction pour laquelle ils sont venus. Donc pour moi, quand il y a ça, je vais chercher tout de suite quel est le mandat duquel ils s'acquittent. Qui est le mandataire ?
et pourquoi est-ce qu'ils sont mandatés, et qu'on arrive à se dire, bon, bah, ça c'est le mandat pour lequel vous êtes venu, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, après il y a, peut-être vous avez vu ça, faire part. Donc les gens qui viennent pour faire part d'une situation, expliquer la difficulté qu'ils peuvent rencontrer, mais où pratiquement ça ne les intéresse pas trop d'être dans quelque chose de résolutif. C'est-à-dire on peut avoir la sensation qu'ils viennent faire part de leur situation, soit en position haute en demandant à ce qu'on écoute, à ce qu'on comprenne la situation, et qu'ils peuvent nous le signaler d'ailleurs, hein, s'ils ont l'impression qu'on n'a pas compris, ou qu'on va trop vite, ou qu'on propose des choses qui ne leur correspondent pas, soit en position basse, je rentre pas trop dans le détail. Le troisième, c'est déléguer. Donc des personnes qui viennent et qui délèguent aux thérapeutes le fait de résoudre leurs problèmes, de trouver la solution qui va être la plus adéquate dans leur situation, mais qui s'impliquent relativement peu dans la recherche de solutions, ou alors vous savez les personnes à qui on peut donner des exercices, ou on peut leur demander de faire des choses, et qui ne les font jamais en fait. Parce qu'ils estiment que c'est à nous, en tant que thérapeutes, de faire le travail. Je grossis le trait de manière exagérée, hein, pour faire des grands archétypes. Et dans la délégation, toujours de la même manière, hein, il y a ceux qui viennent en position haute, trouvez-moi une solution, c'est vous le plus compétent, je suis venu vous voir parce que vous étiez spécialiste de l'EMDR, de l'ICV, de je sais pas quoi, j'attends des résultats quoi. Et s'il n'y a pas de résultats, ils manqueront pas de venir te dire bah les résultats sont pas là quoi. Comme si c'était de ta responsabilité uniquement. Ou on voit ça dans les institutions parfois, des gens qui viennent, bah, par exemple des parents qui confient leur enfant, qui demandent à ce qu'il y ait des résultats, mais qui s'impliquent très peu quoi, dans le processus d'accompagnement. Soit tu as des gens qui viennent déléguer en position basse, alors ça en général c'est le rêve des thérapeutes, enfin je sais qu'à titre personnel c'est très gratifiant, hein. Tu sais c'est les gens qui viennent et tout ce que tu dis, Oui. c'est génial. Ouais. Mais ils te remercient à chaque fois, parce que vraiment, tu vois, tu es un génie qui trouve des solutions tout le temps hyper adaptées pour eux, ils font tout ce que tu leur Et demandes. puis t'es d'accord. Oui, exactement, tu vois. Mais pratiquement, Ouais, ça si va. tu regardes, ils n'apprennent rien par eux-mêmes, parce que comme ils suivent tout le temps, ils ont besoin de toi en permanence pour leur dire quel est le chemin à prendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils apprennent très peu de capacités résolutives par eux-mêmes, et d'une certaine manière, on finit par se rendre un peu indispensable à leur fonctionnement. Parce que si nous, on n'est plus là, bah, la béquille s'en va et il tombe. Donc, c'est pas pour moi en tout cas, le chemin thérapeutique le plus intéressant, qui va être le quatrième type de demande, qui est résoudre. Donc là, les personnes arrivent dans une optique de co-construction, de co-finalité, on aborde l'objectif ensemble, et chacun va venir mettre son expertise au service de la résolution du problème qui amène le client ou le patient dans le cadre de la thérapie. Ça demande une vraie construction. C'est quelque chose qui n'est pas donné d'avance en général. Bah, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi ça correspond dans les premières séances à 5%, 10% des gens qui arrivent là-dedans. Donc, voilà, pour répondre à ta question, Toi tu cherches à cheminer de telle manière à arriver Arriver vers là. un type de demande qui est de l'ordre de la résolution, quoi, de résoudre, qui va permettre de mettre en évidence la co-expertise, les ressources, les compétences des gens pour résoudre leurs problèmes, et où en tant que thérapeute on finit par n'être plus qu'un activateur, qu'un facilitateur, pour que les ressources puissent émerger et que les gens puissent résoudre leurs problèmes, et en ayant fait l'expérience de la résolution d'un problème qui se pose à eux, pourront développer les compétences qui leur permettront de résoudre les autres problèmes qui se poseront à eux dans le futur. Ok. Donc voilà, j'ai fait une longue réponse. C'est toi, tu questionnes ce patient pour essayer de l'amener à ce dernier type de demande dans lequel il va se sentir en co-construction avec toi, c'est-à-dire que toi tu l'aides, mais lui aussi il est acteur. Exactement. Dans une co-finalité, donc du coup, ta question étant qu'est-ce qu'on fait au début, moi au début je traite la demande en me disant je veux arriver le plus rapidement possible à cette logique du quatrième type de demande, quoi. C'est hyper Oui. structuré. Ouais, Moi, je suis pas sûre, je suis Du pas coup, sûre toi, d'être comment- aussi structurée que ça. Mais... Du coup, toi, Non, mais c'est bien en fait aussi de pouvoir formaliser quelque chose dans la rencontre. Moi, je pense que je suis plus intuitive. Déjà, je pense que je ressens la question de l'attachement. C'est-à-dire que je suis très à l'écoute de ce que je ressens en fait dans la relation. Je regarde beaucoup aussi l'expression non verbale, comment les patients qui viennent, qui vont pas enlever leur manteau, qui sont prêts à fuir, pour repérer un peu aussi quels sont les mécanismes d'adaptation du patient. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit être un peu sur le qui-vive, peut-être qu'il faut que je sois
soit plus à l'écoute de cette part-là qui du coup aurait tendance à fuir si vraiment elle se sent très activée. J'ai une petite tendance à la responsabilisation de mes patients. J'explique quand même très souvent bien que c'est pas moi qui vais faire le job, c'est eux qui vont apprendre à se connaître. Je vais les accompagner pour trouver les outils à l'intérieur d'eux qui vont effectivement permettre à rencontrer les parts blessées, mais que c'est pas moi qui vais faire tout le travail. Et que c'est quand même pas rien, c'est quand même un engagement. J'explique, si je peux, j'ai toujours un tableau Velleda sur lequel je vais expliquer quelques notions de trauma, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur, qu'est-ce qui fait qu'on a tout ce qu'il faut mais qu'on se sent pas bien, pourquoi, ce qui explique par exemple le patient là en arrivant, c'est-à-dire il arrive, il dit que en fait il sait, il a repéré les mouvements à l'intérieur de lui, là, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Bon alors qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Je vais faire quelques hypothèses. Et alors après, on va aussi, je pense, s'ajuster aussi sur le nombre peut-être pas le nombre de séances, mais plutôt sur la régularité des séances, des premières séances. Voir déjà, est-ce qu'on se revoit dans 15 jours, dans 3 semaines, qu'est-ce qui va correspondre aux besoins du patient. Et après, je vais faire une phase d'anamnèse dans laquelle je vais essayer au travers du génogramme et de la ligne de vie, de repérer déjà, quel est l'environnement familial du patient, où est-ce qu'il se situe, comment il se situe, est-ce qu'il y a des frères, des sœurs, qu'est-ce qui se passait aussi sur le plan familial, dans les relations. Et puis, est-ce que le patient a repéré des traumatismes possibles? Et quand le patient n'a pas repéré de traumatisme évident, là, je vais me poser la question du trauma en manque, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des creux dans l'histoire de vie du patient, c'est-à-dire est-ce qu'il n'a pas manqué de certaines choses pour avoir ces ressentis-là dans le présent. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux cas, vous n'avez pas dit que la première chose que vous faites, c'est questionner l'histoire de vie tout de suite. C'est-à-dire que c'est finalement l'anamnèse, même si ce que vous décrivez, on pourrait dire, ça va vous donner des éléments d'anamnèse, je suppose, mais en fait, vous n'avez pas tout de suite dit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui demande, je sais pas, combien de frères et sœurs il a, ou combien, je sais pas, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie, vous dites, voilà, j'explore déjà certains types de choses, mais qui ne sont pas forcément les événements de sa vie. Quoi. Oui, exactement. Mais le contexte situationnel, moi je sais que par exemple dans le premier entretien, enfin dans tous les entretiens en fait, il y a des grandes phases pour moi. Il y a le début de l'entretien qui est un peu la phase sociale, dans laquelle on prend contact, on apaise son anxiété un petit peu, parce que quand les gens arrivent, ils se posent, ils ont toujours quand même une certaine forme d'anxiété qu'il faut poser. Donc du coup je suis attentif à ne pas rentrer tout de suite dans un travail et à accorder bien 5 minutes. Dans les premiers entretiens ça peut être 10. Qui sont de la phase sociale, tout simplement. Et après, quand on rentre dans la phase opérationnelle, la phase de travail, là, je suis très attentif de ne pas entrer tout de suite par la porte du symptôme, ou par la porte du problème. C'est-à-dire de ne pas commencer avec la question « alors qu'est-ce qui vous amène ?» ou « pourquoi est-ce que vous êtes venu jusqu'à moi ?» Mais de d'abord faire connaissance en demandant « bon alors racontez-moi, qui vous êtes, quel âge vous avez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos passions, quelles sont les choses que vous aimez ?» Et de cette manière-là, il peut y avoir déjà toute une première partie du travail qui est faire connaissance avec l'autre à partir de son côté lumineux, à partir de ses ressources, de ses compétences. Et je trouve que c'est déjà très différent dans le démarrage d'une thérapie quand on commence par on fait connaissance avec toi, pour qui tu es et pour ce que tu aimes, quel est ton entourage, est-ce que tu as des enfants, où est-ce que tu vis, voilà, les informations générales avant d'entrer à travers la question du symptôme. Et bon, alors, je suis ravi de faire votre connaissance. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène ? Et pour toi, alors Marie, toi, comment alors, je rebondis juste là-dessus, parce que c'est drôle. Moi, je commence par cette question. Qu'est-ce qui vous amène ? Mais je trouve que c'est pas rentrer par la question du symptôme, parce que, alors, je sais pas, mais dans la majorité des cas, voire tous, les patients que je reçois me disent pas je viens parce que j'ai ce problème qui serait déjà très identifié et très clair. En fait, c'est plutôt, oui, en effet, il y a ça qui me met mal à l'aise, mais ensuite, je vais aller clairement sur les ressources assez rapides, comment vous faites au quotidien pour fonctionner encore, malgré qu'il y ait ça. Et donc, pouvoir quand même avoir une vision bien plus globale que juste le symptôme-là. Tu commences par ça, mais je commence après, quand même par cette question-là. Oui, c'est une logique différente. Oui, mais comme si au moins ils pouvaient aussi poser leur bagage tout de suite. Ouais. Ok, il y a ça, là, il faut comment je les dépose, et après on peut peut-être parler d'autres choses. Voilà. Okay. Ce que vous êtes en train d'illustrer, c'est vraiment
pourquoi je voulais faire tous ces débats, c'est pour pouvoir montrer qu'en fait, en fonction des sensibilités des thérapeutes, et ben en fait, il y a plein de choses qui vous fonctionnez quand même, puisque vous avez des patients, ils reviennent, donc ça fonctionne. Et c'est ça qui est super, je trouve, intéressant, c'est de montrer la diversité de ce qui est possible, et qui amène malgré tout ce qui est... Bon voilà, c'était mon interlude. Excuse-moi. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans cette présentation de cas, c'est cette idée qu'au bout de la 3e séance, le patient en fait part, ne veut plus revenir. Et pour le coup, j'en ai rencontré souvent, je sais pas vous, mais des personnes qui peuvent déjà le dire en fait, qu'en général ils viennent et ils continuent pas assez rapidement. Et je trouve que, alors déjà pouvoir le dire, que c'est super qu'ils en soient déjà arrivés là, de pouvoir l'exprimer. Et je crois que je commencerai par travailler cette question-là, pour justement pouvoir aussi créer de l'alliance. Ok, vous me dites ça, ça veut dire qu'on peut se dire que dans 3 séances, vous n'allez pas revenir. Maintenant que vous le savez, ça veut dire qu'il y a une part en vous qui a envie de fuir. Est-ce qu'on peut la laisser parler? Et de quoi elle aurait besoin pour pouvoir finalement revenir, être rassurée? Et donc ça va pas forcément être rentré tout de suite dans l'histoire, parce que c'est déjà comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut pas revenir. Est-ce que c'est parce que voilà, si elle se sent trop dans une intimité, c'est plus possible. Donc peut-être pas aller creuser tout de suite la famille, l'histoire traumatique, mais commencer par faire alliance et compter sur les ressources de cette part pour qu'elle puisse continuer à venir et à se faire confiance en fait. Quand vous entendez cette personne qui vient, qui vous donne ces différents éléments, vous commencez à avoir vos explorations que vous avez décrites là maintenant, dans votre tête, en fonction des approches que vous utilisez, qu'est-ce qui vous vient un petit peu directement en pré-hypothèse dans la tête? Quelles sont les premières choses? Alors, vous avez pu... donc toi, tu parles du contexte, de la situation dans le présent. Toi, tu disais, cette question de l'évitement de cette relation. Toi, tu parlais de la question, tu as dit tout de suite, il y a quelque chose de l'attachement. Donc, vous avez tous les trois des intuitions différentes qui vous viennent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en fonction des approches que vous avez? Évidemment, vous avez des pré-hypothèses diagnostiques qui, bien sûr, vous allez vérifier après avec vos patients. Mais quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit et qui seraient des pré-diagnostics de vos approches? Moi, si je pars sur la question de l'attachement, je pense que j'essaierai d'ouvrir un espace de dialogue avec les parts blessées. Et pour traiter cette question de l'attachement, c'est en me disant que peut-être il y a une anxiété dans le lien ou quelque chose qui fait que... Alors, moi, je suis pas très diagnostic. Je suis assez... c'est vrai que je fonctionne beaucoup à l'intuitif. Alors peut-être, je sais pas si j'irais du côté du diagnostic. En tout cas, j'irais du côté de, tiens, qu'est-ce que ça me fait ressentir et qu'est-ce que pourrait ressentir le patient. Et comment on peut ouvrir un espace de dialogue, c'est-à-dire mettre un peu au centre de la table ce que ressent le patient et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il se sente, on réponde à ses besoins. Voilà. Moi, je vais utiliser beaucoup le système familial intérieur, c'est-à-dire l'IFS, avec ce qu'on appelle le self. J'essaye de faire ça avec l'ensemble de mes patients. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler en thérapie des schémas l'adulte sain, l'adulte compétent sain. C'est-à-dire que le patient puisse identifier qu'à l'intérieur de lui, il a un adulte suffisamment bon, capable d'écouter ses propres parts blessées. Et dans l'IFS, ça se matérialise par ce qu'on appelle le self, le soi existentiel, soit adulte nourricier, soit adulte protecteur, c'est-à-dire ce qu'on souvent sait faire pour les autres et qu'on n'a pas toujours identifié chez soi, notre capacité à exister, à se protéger et à se nourrir affectivement. Et une fois qu'on a en fait ces 3 éléments du self, c'est-à-dire c'est comme un cercle de guérison, on va accueillir à l'intérieur de symboliquement à l'intérieur de ce self les parts qui ont besoin d'être écoutées. Autour du self, on peut rajouter aussi des figures symboliques. Quelles sont les figures qui vont permettre aux patients d'être rassurés. Alors ça peut être une symbolique de mère suffisamment bonne, ou l'autre jour j'ai une patiente qui me disait elle a été beaucoup harcelée à l'école et elle cherchait une figure d'amie en fait, et donc elle avait à l'époque elle regardait les Minicums, donc voilà, c'était sa bande de potes sympa à l'intérieur, et en fait elle a bien compris que ça serait une figure ressource, c'est-à-dire quand elle a besoin elle peut se connecter à ça, et voilà.
Voilà. Et pour arriver du coup à je sais pas, essayer de peut-être vérifier ces préhypothèses, est-ce que tu pourrais nous donner ou donner à la personne qui nous écoute, je sais pas, 2-3 questions que tu poserais à ce patient pour pouvoir explorer ce que tu décris? Eh bien, je crois que alors peut-être pas au premier abord, hein, mais peut-être je demanderai un peu au patient comment c'était quand il était enfant, qui est-ce qui le rassurait quand il était petit, quand il se blessait, voilà, pour vérifier un peu les liens d'attachement, voir comment comment le parent réagissait. J'essaierai de palper un petit peu l'ambiance familiale. Voilà. J'aime bien explorer aussi un peu le transgénérationnel. Tiens, voilà, est-ce que vous connaissez vos grands-parents? Est-ce que vous savez quels enfants ont été vos propres parents? Est-ce qu'on a répondu à leurs besoins? Voilà. En tout cas, si je vais sur la question de l'attachement, vraiment en me disant, bon, il y a peut-être quelque chose autour d'une anxiété, peut-être dans le lien profond. Voilà. Et la question de la cage, je suis assez... voilà, j'ai tendance à aller chercher, me dire, tiens, la cage, à quoi ça pourrait ressembler dans le précoce? Je disais tout à l'heure, les empreintes précoces, oui, la sensation d'être enfermé dans un système familial ou enfermé finalement dans un transgénérationnel. J'adore Marie qui dit moi ce qui m'a marqué c'est vraiment cette histoire, il revient pas, et toi tu dis moi ce qui m'a marqué c'est cet enfermement. Mais comme quoi, moi ce qui m'a marqué c'est comment il formule ça devant. mais comme quoi c'est vraiment, en fait, je pense que la rencontre avec le patient c'est une rencontre entre deux individus en fait. Et en fait autant de rencontres il peut y avoir d'expériences thérapeutiques enrichissantes en fait. Si on arrive à s'accorder, je trouve que c'est génial. Et comment c'est alors? Pardon, excuse-moi. Et comment c'est pour vous? Alors du coup, quel type de diagnostic, entre guillemets, dans vos approches vous feriez? Moi, j'irais aller regarder la question du trauma, bon, qui rejoint quand même la question de l'attachement, la question de la famille, en fait, finalement. Mais une fois, là, j'y reviens une fois que l'alliance thérapeutique sera peut-être un petit peu construite, donc peut-être d'abord commencer sur tout ce qui est ressources et moments présents, donc qu'est-ce qui fait que cette personne fonctionne quand même aujourd'hui dans sa vie de famille, dans son travail, donc parce qu'elle est ici, mais avec tout un tas de soucis, elle s'est enfermée, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent, donc aller regarder qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, sur quoi est-ce qu'elle s'appuie pour que ça marche. Pour aussi vérifier qu'elle puisse être suffisamment stable dans le présent pour ensuite aller regarder dans le passé qu'est-ce qui a pu manquer. Et je partirais peut-être sur là voilà, si le patient dit se sentir dans une cage enfermé, est-ce que tu demandais une question type, est-ce qu'il y a déjà eu des pensées comme ça dans le passé, quand est-ce que ces premières pensées ont pu émerger, à quoi ça le renvoie. Et finalement tirer tout doucement les ficelles là-dessus, avec évidemment, donc là je parle des pensées, mais en se connectant aussi alors je fais ça parce que moi mes émotions viennent souvent de là, mais voilà, de tout, au niveau de ses sensations corporelles et de toutes les émotions qu'il peut ressentir, pour aller tranquillement aller repérer à quel endroit c'est arrivé, et puis voilà, continuer à explorer toute cette dynamique familiale. Et on tombera certainement, oui, sur des manques ou sur du trauma, des choses comme ça. Il y a quelques éléments dans ce que tu as dit qui peuvent commencer à faire éclore dans mon esprit une hypothèse. Parce que je travaille toujours avec des hypothèses avec lesquelles tout le temps je vais partager tout le temps avec la personne en face, et puis on avance vis-à-vis des hypothèses qu'on est en train de faire. Et puis on invalide l'hypothèse, et puis on en change si jamais elle est plus opérante ou qu'elle est plus fonctionnelle parce qu'elle ne nous amène pas dans une direction qui est intéressante dans le travail. Mais tout le temps, ce que j'essaye de faire au début quand même, c'est de pouvoir donner à l'autre le sentiment d'être compris. Et c'est quelque chose que je différencie beaucoup du fait de comprendre la situation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, tout à fait. C'est très différent d'avoir l'impression qu'en tant que thérapeute, on a très bien compris de quoi il s'agissait, versus le fait que la personne ressente à l'intérieur d'elle-même qu'elle est comprise par le thérapeute. Et ça, c'est un procédé qui est complètement différent, et techniquement, on ne va pas s'y prendre de la même manière. Ce que j'ai pu observer notamment, c'est que pour donner à l'autre le sentiment d'être compris, ça passe souvent par le fait de parler de sa situation, de faire un voyage sur ses épaules, de lui dire ce que l'on a compris de ce qu'il nous a dit, mais qui n'est pas une simple reformulation, qui n'est pas exactement ce qu'il nous a dit.
C'est-à-dire qu'on vient se positionner de manière méta pour donner une compréhension de sa situation, pour lui dire qu'est-ce qu'on a compris de ce qu'il est en train de vivre, mais dans quelque chose qui peut aller dans l'innommable, dans l'indicible, dans l'inavouable. Qu'on aille éventuellement lui dire des choses qui peuvent même aller un peu loin, en lui disant probablement, vous avez dû vous dire ceci, ou vous avez pu vous dire cela, ou vous avez pu considérer que vous étiez nul, ou que vous étiez je sais pas quoi. Vous avez pu commencer à croire ça. Et en disant des choses comme ça, souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que les personnes peuvent se dire à un moment donné, oui, c'est exactement ça. Et ce moment-là, en général, c'est un moment un peu magique. Parce que là, l'alliance, elle est ciselée d'une manière formidable. Et en général, on voit les personnes qui, parfois, viennent et qui donnent beaucoup d'exemples. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, elles donnent un exemple, et puis on essaie de faire quelque chose, elles en donnent un autre. Et en fait, c'est toujours le même thème dominant, mais c'est une répétition, en fait, de différents exemples. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis, là, c'est qu'elle ne s'est pas sentie comprise. Parce que ce que j'ai observé, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait ce moment-là dans la thérapie dans lequel elle dit c'est exactement ça, vous avez tout compris, les exemples, ça s'arrête. Parce qu'il n'y a plus besoin de venir mettre toute son énergie pour que le thérapeute comprenne quelle est notre situation. Et par rapport à la question que tu posais de qu'est-ce qu'on peut demander, ou quelles sont les questions avec lesquelles on commence, dernièrement, il y a 2 questions que j'ai pu entendre une thérapeute géniale, qui est une narrativiste qui s'appelle Vera Licage, qui est une Belge, qui pose souvent 2 types de questions aux gens, et que j'ai récupéré, pour moi je les ai intégrées parce que je les trouve géniales. D'abord, elle va demander à quoi on va voir qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Donc elle interroge l'autre sur comment on va voir qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se créer. Et la deuxième question qu'elle pose, c'est lorsque la thérapie sera finie, lorsque vous viendrez me donner de vos nouvelles, quand tout ira mieux, qu'est-ce que vous me direz ? Et ça, je trouve que c'est une question très puissante, parce que déjà, ça permet de créer une projection. C'est la thérapie centrée solution. Enfin, moi, je suis pas formée à ça, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand la résolution de du problème, comment on tu lance. construis une représentation dans ton futur du problème une fois qu'il aura été résolu. Ouais. Et donc, du coup, tu commences à nourrir dans ton esprit. À quoi vous verrez que vous irez mieux. À quoi vous verrez, à quoi vous allez voir. Exactement. Et en plus, il y a la question de l'attachement quand même. Parce que tu es en train de dire à travers les lignes que même quand la thérapie sera finie, la personne va pouvoir revenir te voir pour te donner des nouvelles. Et donc ça agit sur 2 aspects. Déjà l'aspect centré solution, comme tu dis, où on crée une image dans le futur dans lequel les choses seront résolues, et en même temps une image du futur dans lequel on sait que même quand la thérapie sera finie, le lien ne va pas se rompre pour autant. Les neutres. Tout à fait. Moi, je les ai notés, c'est hyper intéressant. C'est génial. C'est vrai que c'est hyper intéressant. T'as une petite vidéo, je crois que tu as posté ça récemment, si les personnes veulent le voir, en tout cas sur Instagram, j'ai vu un petit Reels où c'est ces personnes-là. Vera Licage, je ne l'ai pas encore interviewé, ça viendra. D'accord. Mais non, il y a Charlie par contre, Charlie Cressant, peut-être c'est là dont tu parles. C'était une femme belge, il me semble, qui fait de la thérapie narrative. Alors elle n'est pas belge, elle est suisse, et c'est Charlie Cressant. Il y a une vidéo d'ailleurs qui vient d'être publiée là à 11h ce matin, dans laquelle elle parle de la mort, de la question de la mort en thérapie, et comment est-ce que Yel traite ça. Et c'est fascinant, vraiment une personne exceptionnelle. Donc ce avec quoi je voulais embrayer, c'était par rapport, tu me demandais les hypothèses, qu'est-ce qu'on a pu se construire. Je pense qu'avec ce que tu as raconté, je me dirais, ok, il faut aller assez vite quand même. C'est-à-dire que je partirais du principe que si la personne, à chaque fois, elle a arrêté ses thérapies au bout de 3 séances, je ne vais pas me dire qu'avec moi, ça va être différent. Je vais commencer à me dire, bon, c'est qu'il y a un fonctionnement. Et donc, du coup, je pense que la première pensée qui peut me venir, c'est comment je vais pouvoir être le plus incisif possible, le plus efficace, et comment je vais prendre ça en prenant l'expérience de ce qui a été déjà fait auparavant, en ne me disant pas qu'avec moi, je ne sais pas, j'ai 3 séances, tout va être... Oui, je vais me dire ça. C'est une pression. Et je vais me dire, ok, j'ai 3 séances pour faire quelque chose. Et peut-être que ça sera plus. Mais je ne vais pas partir du principe que je vais d'abord travailler le fait que ça soit plus. Et je vais me dire, ça, j'en ai 3, ok, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc du coup, là, c'est toute la question de comment je vais essayer de travailler à créer un changement dans mon jargon, j'appelle ça de niveau 2, c'est-à-dire un changement de représentation. Parce que si on accepte cette proposition en tant que thérapeute, ce sur quoi on travaille, c'est sur les représentations des gens. C'est sur la manière dont ils vont se représenter leur vie, les événements de leur vie, la manière dont ils vont les vivre, du coup, parce que finalement, on ne souffre que de l'interprétation qu'on fait des choses et du monde qui nous entoure, quoi.
Après, il y a toute la partie corporelle qui est liée à ça, et ça vous en parlerez bien mieux que moi vis-à-vis de votre expertise dans le traumatisme, quoi. Mais je me dirais, je ne vais pas rentrer par la porte du changement de niveau 1, qui est un changement de comportement. C'est-à-dire que si cette personne vient en disant « moi je veux changer de comportement alimentaire parce que je veux maigrir », je ne vais pas rentrer dans comment elle va pouvoir faire, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour... C'est un élément de la situation qu'aucun de vous n'avait relevé. Non. Parce que moi j'entends cette demande, j'entends je veux Et finalement, perdre du poids. c'est une manière différente de le parler parce que du coup, moi, je vais me dire, bah, il y a une part d'elle qui me dit que, en fait, faut que ça aille vite. Voilà, et comment on répond aux besoins de cette part-là. Oui. En fait, une fois que la part, elle est entendue, écoutée, entendue, qu'elle se sent comprise, bah, cette part-là, elle aura moins besoin. En fait, on peut imaginer que ça peut durer plus. si on l'écoute bien Oui. et qu'on répond à son besoin, la part, elle est soulagée, en fait. Oui. Bon, en fait, je me dis, si la personne voit que, ok, j'ai 3 séances et je vais mettre toute mon énergie à tout faire en 3 séances, bah, probablement il en aura 10. Parce que du coup, peut-être qu'on aura répondu à quelque chose et que la personne pourra éventuellement se sentir compris. Je pense que j'irai avec cette personne essayer de lui dire quelque chose vis-à-vis de sa situation, qui, bah là, je le construis avec les éléments qu'on a là, ça serait un truc du style... bon, ce que vous avez pu observer, c'est que, donc je sais pas s'il y a... Bon, d'abord, on va poser des questions. Donc, s'il y a des informations supplémentaires qui arrivent, de l'ordre du trauma, ou par exemple la personne a pu être maltraitée dans l'enfance, ou... J'essaierai de mettre des mots sur le fait que la personne s'est construite une armure au fil du temps qui la protège des autres. Et que ça, c'est quelque chose qu'elle dit, en fait, quand elle dit que quand elle a la sensation que les gens entrent un petit peu, percent un petit peu l'armure, là, ça provoque tout de suite un mouvement de rejet, un mouvement de panique, parce que du coup, c'est dangereux. Et que du coup, il a pu commencer à construire autour de lui une armure, et que ça, c'est extrêmement fonctionnel. Que c'est la meilleure manière qu'il a trouvée pour se protéger de toutes les difficultés de la vie. Et que probablement lui, il a été beaucoup plus attaqué que d'autres, et qu'il a dû se construire une armure de plaque. C'est une armure de maille, quoi. Il n'a pas pu avancer dans l'existence avec une armure légère. Parce que s'il avait une armure légère, la lame aurait traversé le cuir. Donc il a dû, au fil du temps, porter une armure qui était de plus en plus lourde, mais qui le protégeait de plus en plus, et aujourd'hui, ça lui donne l'impression d'être dans une cage dans laquelle il ne peut pas sortir de sa situation. Donc, j'irai sur le terrain un peu métaphorique pour commencer à travailler le changement de niveau 2, le changement de représentation. Et cette question de la cage, l'idée qui me vient, c'est de travailler le fait qu'il puisse y avoir, d'une certaine manière, pour sortir de cette cage, un changement de référentiel et qu'on puisse utiliser des choses que la personne se dit déjà. C'est-à-dire de prendre des éléments de son discours narratif et de lui proposer quelque chose qui soit un peu en adéquation avec ce qu'elle se dit. Et probablement, donc, j'irai peut-être sur la question du bourreau, c'est-à-dire comment est-ce que la personne peut elle-même se faire du mal à elle-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut y avoir plusieurs personnes à l'intérieur, notamment un bourreau, qui vient en permanence agir de telle manière à lui dire tu ne peux pas sortir, tu n'es pas capable, tu es enfermé dans la situation, etc. Et que ce bourreau, à l'intérieur de la personne, bien évidemment qu'il se nourrit de toutes ses connaissances. Donc c'est pour ça que plus elle apprend de choses, plus il vient développer ses connaissances, plus il a l'impression que la cage se referme. Pour tester ces hypothèses, est-ce que tu aurais alors, il me semble qu'en systémique, mais là, en plus tu parles de thérapie narrative, je suis pas sûre, mais tu vas nous dire s'il y a des protocoles, des choses comme ça, mais est-ce que tu aurais des outils, ou est-ce que ce serait des questionnements, parce que du coup je poserai aussi la question à mes collègues, est-ce que vous auriez des outils que vous utiliseriez, etc. Est-ce que toi, donc pour tester ces hypothèses-là, tu as des protocoles, des outils, des techniques. Des techniques. Oui. Des techniques de questionnement plutôt. Des techniques de questionnement inductif. Je pense que pour provoquer un changement de représentation, on va utiliser la technique du recadrage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut trouver une métacatégorie, comment on peut expliquer la situation qui tout d'un coup fait qu'on crée comme ça dans l'esprit de la personne une autre représentation qui fait que ça va plus être possible de voir la situation exactement comme on la voyait avant. Et donc du coup ça produit un recadrage au niveau des représentations. Vous savez, il y a des trompe-l'œil comme ça, où j'en ai un en tête notamment, où on voit la photo d'une femme avec un joli chapeau, et en même temps tu peux voir la photo d'une vieille dame toute rabougrie. Vous la voyez cette image? Tout à fait. Le recadrage, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, tu ne vois que la vieille dame rabougrie, et d'un seul coup, quand ton cerveau commence à voir l'autre représentation, c'est impossible de revoir l'ancienne.
tu commences à devoir faire un effort cognitif pour voir l'ancienne situation, et les deux cohabitent. Et tu peux voir l'une et tu peux voir l'autre. Et le recadrage agit un peu dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre une autre représentation qui va être un peu plus fonctionnelle, un peu plus jolie, qui va permettre de voir la situation sous un angle différent et surtout qui produit un effet. De votre côté, donc est-ce que vous avez des techniques aussi, ou plutôt des outils ou des protocoles qui vous viendraient en tête de pouvoir utiliser? Alors tu as parlé des empreintes précoces, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viendraient en tête avec les approches que vous utilisez? Anaïs, tu parlais aussi de ton cadre avec un Velleda. Là. Je trouve que faire de la psychopédagogie aide aussi beaucoup dans ces moments-là pour lui expliquer que peut-être à des moments, s'il y a eu trauma, le cerveau a réagi de telle manière, ce qui fait que ça a mal traité et qui fait que on est dans une sorte de reproduction continuelle de certains symptômes ou de certaines croyances qui sont encore là. Et je trouve que plus les personnes comprennent aussi comment elles fonctionnent, mais même d'un point de vue physio, d'un point de vue neuro, plus ça leur permet d'abaisser une certaine culpabilité, d'abaisser certaines émotions qui sont trop fortes et de réussir, de continuer à avancer en fait sur ce chemin. Donc moi je ferai beaucoup de psychopédagogie et puis ensuite d'utiliser le MDR notamment. Donc là oui en effet il y a des protocoles pour aller regarder quelles sont comme je disais tout à l'heure, les cognitions, les émotions, les sensations, et pour pouvoir aller retraiter des événements qui ne sont pas encore aujourd'hui. Toi, dans ton esprit, dans tes pré-hypothèses, est-ce qu'avec l'expérience que tu as et les connaissances que tu as, dans une situation de ce type, quel type d'événement traumatique tu imaginerais que tu vas trouver? Bon, on reste sur l'attachement, donc oui, je penserais en effet à de la violence intrafamiliale ou de la négligence qui reste de la violence également. Donc j'irai creuser sur ces sujets-là. Alors moi, je pars du principe que je fais peu d'interprétation en fait. Je pars du principe, d'ailleurs je le dis, je crois vraiment au patient, c'est-à-dire que je pars du principe que le patient il sait, c'est pas moi qui sais, lui il sait ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc je vais faire des hypothèses, mais je vais surtout dire aux patients si ça ne correspond pas à ce que vous ressentez. Moi j'essaye d'être au plus près de ce que vous ressentez. Donc j'ai besoin effectivement, je pense dans cet accordage, de bien comprendre en fait, en tout cas que le patient ait la sensation que je comprends bien où est-ce qu'il est. Je trouve que, alors moi j'utilise très récemment, depuis très peu de temps, parce que du coup avec la formation à la thérapie des schémas, je trouve que l'arbre avec les modes en thérapie des schémas, je trouve que c'est très intéressant, je l'utilise beaucoup en ce moment. Je trouve que c'est quand même aussi très activant, mais en tout cas ça parle bien aux patients. C'est-à-dire qu'en fait on va placer dans la pièce des modes, c'est-à-dire soit des modes protecteurs, c'est-à-dire les parts qui vont protéger les parts blessées. On va mettre des modes enfants vulnérables, enfants indisciplinés, enfants en colère. De l'autre côté, ce qu'on appellerait les introjects, c'est-à-dire ces pensées négatives qui nous viennent de ce qu'on a appris, de ce qu'on nous a enfin ce qu'on disait de nous, hein, t'es nul, ou ce qu'on exigeait de nous, hein, tu dois, il faut que... Et avec donc cette perspective que si on va dans un mode ou dans un autre, l'idée c'est d'aller vers enfant heureux, adulte sain. Et bon, je l'explique un peu rapidement parce que c'est quand même un peu complexe, mais l'idée c'est de tirer un fil, c'est-à-dire je proposerais peut-être au patient, notamment s'il a un protecteur détaché, c'est une part qui a tendance à éviter le trauma, j'aurais tendance à lui proposer de se mettre au centre de cette configuration. Et on va tirer les fils ensemble, c'est-à-dire quand vous dites que par exemple vous sentez qu'au bout de 3 séances vous partez, quel mode vous activez quand vous dites que je vais partir? Sans doute protecteur détaché, ok. À quoi ça vous sert d'être dans ce mode-là? Sans doute, ça m'évite de ressentir. Ah, donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être un enfant vulnérable. Et on fait bouger le patient en fait sur les modes. Et en fait, je trouve que... Et en fait, souvent on switch, hein, ça switch vite. Hein. Ah tiens, parce qu'il faut que... Et donc le patient va changer en fait de mode et va se rendre compte en fait de comment il fonctionne. À quoi ça lui a servi? Ah mais tiens, ça me sert plus. Parce que, en fait, je trouve que la prise de conscience chez les patients, c'est surtout de comprendre qu'en fait, les mécanismes d'adaptation, ils sont valables au temps du trauma, mais qu'on continue d'utiliser des mécanismes d'adaptation avec le temps, qui du coup, en fait, deviennent paralysants, en fait, et au contraire, enfin, voilà, ne sont plus vraiment valables, puisque la personne n'est plus en danger.
Donc, Mais ce qui est passionnant, je trouve là, c'est qu'en effet, ils arrivent à bien comprendre dans quel mode ils peuvent être. Et surtout, c'est un peu augmenter cette plasticité cérébrale, à switcher d'un mode à l'autre. Parce qu'en fait, plus ils en prennent conscience, plus ils arrivent à se le rappeler dans certaines situations. Ah bah là, ça veut dire que je suis en parent critique. Qu'est-ce que ça fait si j'arrive à switcher sur un adulte sain ? Et je trouve qu'en effet, avec l'entraînement, ils y arrivent de plus en plus au quotidien, en fait. Dans tout ce que vous décrivez, donc chacun et chacune dans vos approches, il y a des questions que vous posez aux patients, ou même dans l'exercice que vous proposez. Est-ce que vous avez déjà pensé ça d'autres fois, ou toi, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes là, ou toi tu vas essayer de poser des questions pour faire le recadrage, utiliser tes techniques. Et si vous avez un patient, comme on en a toutes et tous eu à un moment donné, qui dit « je ne sais pas », à toutes les questions que vous posez. Qu'est-ce que vous avez dans vos approches qui vous aident ou qui vous permettent de réagir dans ces situations ? Moi, je dirais on repasse sur le corps, en fait, sur vraiment le corporel. Parce que, en effet, le problème des thérapies que par la parole et que par la pensée, c'est que souvent, en effet, les patients ne savent pas, et il n'y a pas forcément la pensée qui est élaborée, construite, parce que c'est tellement le brouhaha que c'est pas possible. Donc je trouve que repasser au corps, réfléchissez pas trop, où est-ce que vous ressentez, à quel endroit est la perturbation, là si vous pensez à votre problématique, ou alors on peut partir sur des ressources aussi, sur un moment où vous vous sentez heureux, dans le corps, qu'est-ce que ça fait ? Et l'idée c'est de pouvoir les connecter de plus en plus avec leurs ressentis et leurs émotions. Et c'est ça qui permet ensuite de pouvoir réactiver peut-être de la pensée ou pas, mais que ça puisse se retraiter autrement. Je pense que le mythe du patient qui parle et où on est assis en faisant je pense que c'est une représentation qui est à mon avis très faussée. En fait, on a aussi beaucoup de patients, enfin je sais pas vous, mais qui du coup viennent et elles sont très aussi limitées par une pensée élaborative. Du coup, il y a un moment donné où voilà, ils viennent, ils savent qu'il y a un truc qui va pas, mais ils sont pas capables de dire quoi exactement, comment. Et donc, notre travail, c'est aussi beaucoup de soutenir, c'est de prêter notre psychisme, et c'est pour ça que ça mobilise beaucoup. C'est-à-dire qu'on va les aider à penser en fait leurs problématiques. Donc voilà, peut-être c'est là qu'on va se mobiliser, beaucoup sur le plan, enfin en tout cas verbal, pour essayer de décrypter en fait. Moi, je pense que je ferai entre ça effectivement et la question du corps. Voilà, parfois il m'arrive de prendre juste l'émotion qui vient et je fais de l'EMDR avec l'émotion qui vient, juste ressentez-la et faire de la stimulation, juste apprendre aux patients juste à connecter avec ce qui se passe à l'intérieur. Et à la tolérer. Ouais. Aussi. Moi, je pense que je vais me dire tout de suite, s'il n'y a que du je ne sais pas, je vais prendre la responsabilité et me dire mes questions ne sont pas bonnes. Ou mon approche n'est pas la bonne, ou je n'ai pas pu permettre de créer un espace thérapeutique dans lequel la parole arrive. Donc je vais tout de suite vers un peu ce que vous dites, soit essayer de passer par le corps, soit faire autre chose. Mais je pense que instinctivement, j'irai quand même le nommer. J'irai métacommuniquer sur ce qui se passe. J'irai dire, franchement, j'ai l'impression de sortir les rames, quoi. On est pris ensemble dans une tempête, et je me vois ramer avec vous, et si vous êtes d'accord pour prendre une rame et ramer avec moi, ça sera très appréciable, quoi. Pour embarquer l'autre avec moi dans on est ensemble dans ce bateau, quoi. Je veux pas ramer moi tout seul en tant que thérapeute. Si vous êtes venu, on est dans le même bateau, quoi. Donc essayons de ramer ensemble. Et je me poserai peut-être la question, c'est une question que posait tout le temps Moni El-Kaïm aux personnes en supervision, etc. C'est la question des résonances, c'est-à-dire qu'il disait à quoi ça lui sert à lui que tu vives ça, ou que tu ressentes ça. Donc si moi, je commence à me sentir impuissant, ou je sens que je suis agacé, ou je sens que je dois sortir les rames, de me poser la question, à quoi ça lui sert à lui que moi je ressente ça ? En quoi éventuellement ça reproduit quelque chose de son système d'appartenance à lui ? Et à partir de cette question-là, comment je peux essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent ? Quelque chose qu'il ressent lui. Moi j'ai tendance à le mettre au centre de la table. Quand je commence à ressentir de l'agacement, je dis mais vous êtes agacé là maintenant, je le remets au centre. Donc, cette idée qui peut nous montrer aussi ce qu'on a fait avec lui, et que là ça se rejoue dans la relation. C'est vraiment super intéressant. On va répondre aux questions qui ont été posées. Donc Fabien va les crier du backstage pour que vous puissiez y répondre. Alors, je vais déjà vous poser la réaction d'une personne et je vous pose la question moi derrière que j'ai envie de traduire derrière. La personne disait: il serait intéressant que les thérapeutes évitent d'interrompre la personne qui parle et jusqu'au bout, merci.
Et moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui motive un thérapeute à interrompre un patient qui parle? Est-ce que c'est utile dans différentes approches? Pour moi, oui. C'est pas toujours le cas, mais je considère, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, qu'en tant que thérapeute, on a quand même à assumer une certaine directivité dans l'entretien parce qu'on est responsable du cadre que l'on crée. Ça arrive quand même moins souvent en thérapie individuelle qu'en thérapie de couple ou qu'en thérapie familiale. En thérapie de couple ou en thérapie familiale, je sais que je peux créer des canaux de communication, être un peu plus directif, parce que pour pouvoir sécuriser les uns les autres, il faut que parfois on puisse interrompre certaines choses, surtout quand ça va sur le versant des disqualifications, ou qu'on sent qu'il y a des attaques. C'est nous, en tant que thérapeutes, qui assumons la sécurité de chacun dans notre espace thérapeutique. Si nous, on n'en prend pas la responsabilité, c'est comme si on laisse faire n'importe quoi, et je pense que parfois, pour que la parole se libère, il faut qu'on puisse se sentir sécurisé. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire plus souvent en thérapie de couple et familiale. En thérapie individuelle, c'est assez rare, mis à part si j'ai la sensation comme ça qu'il y a quelque chose qui se répète ou qui revient en permanence. Je peux me voir éventuellement dire bon, je vois que vous devez probablement vous dire que je ne comprends rien à votre situation et vous vous sentez obligé de me répéter la même chose en permanence parce que vous vous dites il n'a rien compris celui-là. Et c'est une tentative de faire un questionnement inductif pour désamorcer en fait ce truc-là. La plupart du temps ça marche. Mais c'est plutôt rare qu'on ait à le faire en thérapie individuelle, quoi. Oui, moi, je dirais je dirais que ça arrive rarement aussi, je trouve, en thérapie individuelle de couper. En fait, là, ce qui me venait, c'est certains patients qui sont pris dans une logorée qui parlent, mais sans s'arrêter, presque sans respirer. Pas la première fois, mais j'aurais tendance à la fin de le nommer. Là, voilà, vous avez dit beaucoup de choses, c'était dense, vous aviez peut-être besoin de déposer, et je demande si ça lui a été utile ou pas, et s'il me permettrait la prochaine fois de pouvoir l'interrompre pour aller poser des questions, en fait. Et je trouve que ça va lui permettre déjà de peut-être de se rendre compte qu'il était là-dedans et qu'il n'a pas été dans son ressenti, dans son émotion, et quand même de pouvoir continuer cette alliance thérapeutique pour pas qu'il se sente non plus trop coupé. Mais du coup, c'était plutôt ça qui me venait avec cette question-là. Ouais, moi je me posais la question de savoir qu'est-ce qui s'active pour qu'un thérapeute coupe comme ça la parole à un patient. Parce que je crois quand même que, enfin en tout cas dans quelque chose de la question du cadrage aussi, c'est que je pense qu'on doit être aussi très à l'écoute de nos propres mouvements. Moi je m'interroge beaucoup à ce que je fais quand je sais que j'ai tendance par exemple à parler vite. J'essaye de m'autoréguler parce que c'est mon fonctionnement et je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Et j'essaye de créer une alliance thérapeutique qui permette aussi aux patients de me faire un retour aussi si c'est dérangeant pour eux. C'est-à-dire que je remercie les patients qui me disent vous allez trop vite, ou ça me gêne parce que vous avez dit telle chose, ou la dernière fois vous m'avez dit ça, j'ai pas compris. Voilà, je trouve que c'est parce que je pense que si on a à avoir une posture de reparentage avec nos patients, je pense que le parent suffisamment bon, c'est pas celui qui fait parfaitement, c'est celui qui reconnaît qu'il ne fait pas parfaitement. Donc je reconnais que je ne fais pas parfaitement et je suis complètement ok pour remettre en question ma pratique, ma manière de faire, voilà, dans la limite de ce que je peux faire bien sûr, parce que si après on me demande quelque chose que je suis pas capable de faire, je travaillerai sur cette question-là. Mais... Alors dans vos différentes approches, est-ce que comprendre d'où ça vient, au niveau du problème, c'est utile? Et si c'est utile, est-ce que c'est utile pour le thérapeute ou est-ce que c'est utile pour le patient? Je pense que le cerveau ne fait pas un lien unique, c'est-à-dire que c'est des nœuds et des nœuds et des nœuds. Donc en fait, moi j'ai la sensation de tirer un fil et tirer un autre fil et tirer un fil, voilà. Et en fait c'est comme une pelote de laine complètement emmêlée, on va tirer les fils, voilà. Et bien sûr qu'on va aller chercher le pourquoi, mais en fait je pense que les patients ont tendance à chercher une cause unique, alors qu'en réalité je pense vraiment qu'il y a souvent pas qu'une seule cause. Oui. Et pour répondre à la question, je pense que ça n'a aucun sens ou aucun intérêt d'aller faire un inventaire exhaustif de toutes les problématiques, de toutes les causes éventuelles qui ont pu amener les personnes là où elles en sont aujourd'hui.
pour la simple et bonne raison que ce qui a amené les personnes dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui n'est probablement aucunement en lien avec ce qui va leur permettre de sortir de la situation. Et ça, c'est un parti pris. Hein. C'est un parti pris théorique, philosophique, qui tend à considérer que c'est pas parce qu'on sait comment les choses se sont construites que ça nous permet de changer pour autant. Donc du coup, je vais mettre mon énergie plutôt au service de la théorie du changement, ou de me demander qu'est-ce qui va permettre aux personnes de sortir de la situation dans laquelle elles sont, d'amener un changement qui soit intéressant pour elles dans leur vie, et si c'est utile pour arriver à cet objectif, d'aller chercher ponctuellement un élément du passé, parce que ça va donner du sens, parce que ça va permettre de faire un recadrage, parce que ça va permettre de tracer une ligne qui permet aux gens de se sentir centrés dans leur existence et d'avoir l'impression que tout ça est une continuité parce qu'on a tracé la ligne qui part de leur passé, qui passe par leur présent et qui va dans leur futur, mais vers un futur souhaité. À ce moment-là, on peut y aller. Mais on n'y va pas à tâtons pour essayer de récolter des informations tout venant sur quelles sont toutes les causes qui ont permis que le problème se cristallise aujourd'hui. C'est, de mon point de vue, quand on va chercher des choses dans le passé, on doit y aller de manière stratégique. C'est-à-dire, on y va parce qu'on pense que ça va avoir un intérêt dans le présent et pour le futur. Sinon, ça sert à rien. On perd du temps, quoi. Et voire même, on spécialise le problème parce qu'on permet aux personnes de se raconter encore et encore la même histoire et de bien spécialiser la manière dont elles ont construit leur problème. Comment est-ce que vous arrivez à vous rendre compte qu'une démarche ou une approche ne marche absolument pas? Et si le patient venait à se braquer, comment vous arrivez à corriger le tir? Je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais si le patient sent que ça évolue pas, ben c'est lui qui nous le dit. Alors, comment est-ce que... mais si vous ne le dites pas, est-ce que vous arrivez à vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ça avance pas, finalement? Ben moi, je partirais toujours sur cette réponse, c'est lui qui nous le dit. C'est-à-dire, s'il revient et qu'il sent que ça évolue, si nous on trouve que ça évolue pas comme on veut, j'ai envie de dire ça c'est pas la bonne direction. Nous on n'a pas à choisir ce qui est bon pour le patient. Donc si lui il sent que ça va comme il le souhaite, le changement souhaité est arrivé, je crois qu'on n'a pas notre mot à dire entre guillemets. Voilà, je dirais ça comme ça. Après et s'il nous dit que ça fonctionne pas, c'est grâce à ça qu'on s'en rend compte. Mais ça reste un travail qu'on fait à deux, donc je crois pas qu'on puisse s'en rendre compte tout seul, si je peux le dire comme ça. Oui, moi je pense que c'est un aller-retour en permanence et qu'on peut le demander, le feedback. On peut demander aux personnes alors où on en est, quoi. Où est-ce que vous percevez qu'on en est dans le processus thérapeutique, avec quoi est-ce que vous arrivez aujourd'hui, ou avec quoi est-ce que vous partez de la séance aujourd'hui. Je pense que si les personnes nous disent qu'elles repartent avec rien, ou qu'elles repartent plus mal qu'elles sont arrivées, là on peut se poser des questions, quoi, et éventuellement remettre en question le chemin qu'on a pu prendre jusque-là. Et pour moi la question qui se pose, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire que tout le temps, en tant que thérapeute, on se doit d'assumer notre part de responsabilité dans la situation de telle manière à ce que la personne ne se dise jamais que c'est elle qui n'y arrive pas, que c'est elle qui ne peut pas sortir de sa situation. C'est-à-dire de pouvoir se dire probablement j'ai fait une erreur dans le chemin thérapeutique que je vous ai proposé. Peut-être que la direction qui a été prise n'a pas été la bonne. Auquel cas, si vous êtes d'accord, on peut éventuellement essayer de construire ensemble un autre chemin. Et avec cette idée que plus nous on va assumer la responsabilité, plus il y a de chances que les personnes elles-mêmes puissent assumer la leur. Alors que si on les renvoie à leur responsabilité en permanence, ben là on crée la rupture parce que ce qu'elles vont faire elles, c'est nous renvoyer à la nôtre. Moi, je ne pense pas que ça ne fonctionne pas du tout. Je pense qu'il y a toujours des changements, même tout petits. Vous avez des patients, quand vous leur posez la question comment vous allez, est-ce que vous sentez que ça a des choses qui bougent, ils vont vous dire non au premier abord, et puis en fait, quand vous avancez un peu dans la séance, ils finissent par vous dire ah oui, ça, j'ai repéré quand même que ça, je le fais plus. Et je pense que notre responsabilité, c'est aussi d'épaissir en fait les réseaux de connexion positive. C'est-à-dire qu'en fait, on revient un peu à la question d'avant aussi, c'est-à-dire que je pense que si on alimente en fait le problème, en fait, les réseaux de connexion neuronale, c'est du négatif. Du coup, notre rôle, c'est aussi d'épaissir les réseaux de connexion positive, quoi, la ressource. Donc voilà. Et après, si le patient me renvoie que ça fonctionne pas, je lui demanderai pourquoi. Et j'irai chercher aussi peut-être du côté de est-ce que je vais pas trop vite. C'est ce qu'on appellerait un boîte à vitesse en EMDR, c'est-à-dire on passe la première, la seconde, la troisième, la quatrième, et si ça va trop vite, on rétrograde. Voilà. Et puis, peut-être une dernière chose, c'est pour moi, je laisse pas un patient dans la nature. C'est-à-dire, si mon patient ne vient pas, je rappelle, j'essaie de comprendre pourquoi, je me tiens à disposition, je lâche pas quelqu'un en fait. Parce que ce qui risque de s'activer dans la relation,
Dans l'attachement, c'est si on a un patient évitant, il va fuir. Ou s'il est trop activé, qu'on a touché quelque chose du trauma sans s'en rendre compte, le risque c'est qu'il expérimente, si on disparaît, on reproduit ce qui s'est passé dans son enfance. Donc je crois qu'on se doit au moins de dire qu'on est là, qu'on est disponible, que voilà. Je me dis, et puis on sème des petites graines, parfois c'est pas avec nous que ça va se passer vraiment, mais peut-être qu'on aura semé une petite graine à un endroit, et puis ça lui permettra d'aller explorer une autre expérience thérapeutique ailleurs, mais je laisse pas le patient dans le vide. Voilà. Est-ce que vous arrivez à déceler la manipulation des patients? Est-ce que vous arrivez à voir quand on vous mène en bateau par le bout du nez? Mais en fait, la question c'est à quoi ça sert. Oui, c'est ça. Elle est vaste. Parce que en fait, c'est-à-dire à quoi ça sert, c'est un mécanisme d'adaptation du patient. Donc, à quoi ça lui sert à quoi ça lui sert. En fait. Et puis qu'est-ce que ça veut dire mener en bateau elle est très vaste cette question. Ça dépend de la définition qu'on fait de la manipulation. Ouais. Moi, je dis toujours aux gens, la manipulation, c'est le fait de vouloir obtenir quelque chose de l'autre pour son bénéfice personnel, mais qui retranche à l'autre. C'est-à-dire quelque chose qui va... je te prends quelque chose à toi pour mon propre bénéfice, à ton détriment. Ce qui n'est pas la même chose que l'influence, qui est le fait de vouloir quelque chose pour l'autre, par exemple, et de tout faire, de mettre toutes les techniques, toutes les ressources qui sont à notre disposition pour pouvoir provoquer un changement. Là, je retourne la question, non pas dans le sens de comment est-ce que on déjoue éventuellement les manipulations des clients dans l'espace de la thérapie, parce que qu'est-ce qu'ils vont obtenir de nous qui va nous retrancher quelque chose à nous, je ne sais pas. Les personnes, elles viennent, elles nous payent pour être là. Si on est en institution, on est payé par l'institution, a priori, à moins qu'elles souhaitent un justificatif, un papier dont elles vont se servir dans un combat juridique ou autre, je vois pas tellement comment elles vont pouvoir nous manipuler dans le sens de quelque chose qui nous retranche à nous. Mais la question de comment elles vont nous influencer pour obtenir quelque chose, mais qui ne nous retranche rien à nous, c'est de bonne guerre, et c'est tant mieux presque, j'ai envie de dire. Et nous aussi, on doit faire ça. C'est-à-dire que nous aussi, on se doit de mettre toute notre énergie, toutes nos connaissances, toute notre expérience au service d'un changement qui va être bénéfique pour les personnes qui arrivent. Et parfois, j'ai pu voir des thérapeutes qui se disent « Mais est-ce que c'est pas de la manipulation ? Est-ce que je suis pas, moi, en tant que thérapeute, en train de manipuler mon client ? Si je suis en train de mettre en place des choses pour qu'il y ait un changement. » Et mon postulat, c'est toujours de dire non, quoi. C'est évidemment qu'on veut provoquer un changement et qu'on va utiliser tout notre pouvoir, toute notre influence pour amener un changement, mais pas pour nous, pas pour notre bénéfice personnel, mais pour l'autre, pour qu'il aille mieux. Et à partir de ce moment-là, c'est pas de la manipulation. Non, surtout que c'est de la demande. Oui. C'est la demande du patient. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Et merci à toi, Julien, parce que c'est toi qui nous as proposé ce thème et auquel j'avais pas du tout pensé. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir vu vos manières de travailler différentes, qui finalement, on pourrait dire dans la philosophie, on pourrait dire ont la même finalité. Vous êtes proche des patients, vous cherchez à ce qu'ils puissent se sentir compris, qu'ils puissent être autonomes aussi, à se responsabiliser, à trouver leurs ressources. Et c'est juste que c'est la manière dont vous présentez le chemin qui est différent. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir voir que voilà, on est aussi nous, alors certes on a nos techniques, mais notre personnalité, nos styles d'attachement, nos sensibilités et nos convictions vont aussi faire qu'on est les psys qu'on est et qu'on n'est pas le même que celui d'à côté, quoi. Et voilà, c'est terminé pour ce débat. À bientôt.